Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau débriefing de François. Nous recevons aujourd'hui Grégoire Pupink. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous avoir accordé du temps pour nous parler de vos travaux, de votre spécialité et des liens que l'on peut faire avec l'actualité. Nous allons aborder l'objection de conscience, un thème sur lequel vous avez travaillé, écrit. Mais d'abord, avant d'entrer dans le sujet, peut-être pouvez-vous vous présenter, nous expliquer quel est votre parcours et vos compétences qui vous ont amené à traiter ce sujet. Voilà, alors merci beaucoup de votre invitation. Donc, je me présente brièvement, Grégoire Puping, je suis un juriste français basé à Strasbourg. Je travaille depuis une vingtaine d'années pour une organisation non gouvernementale qui s'appelle ECLJ. C'est un acronyme pour un nom anglophone, mais qui se dit en français Centre européen pour le droit et la justice. C'est une ONG qui travaille principalement auprès du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, des Nations Unies. Mm. Nous intervenons dans de nombreuses affaires auprès de ces instances. Et en plus, nous faisons régulièrement des études de fond, des rapports sur ces institutions. Alors, dans le cadre de ce travail auprès des instances internationales, notre organisation est spécialisée notamment sur les questions de liberté de conscience. Et c'est ce qui m'a amené depuis de nombreuses années à travailler ce sujet dans des affaires à la Cour et ensuite à synthétiser ce travail dans des publications, d'abord d'articles, puis d'un livre qui s'appelle Objection de conscience et droits de l'homme, Et qui a paru en été 2020. publié en 2020 en français, mais qui a été aussi publié en anglais, en portugais, en polonais. Donc c'est un travail depuis des années. Et bien sûr, la question maintenant se pose de savoir si on peut invoquer l'objection de conscience à la vaccination. C'est un sujet qui est ancien, puisque déjà on se le posait au 19e siècle. Il est toujours d'actualité aujourd'hui, enfin il revient d'actualité à l'actualité et donc ça se pose particulièrement aujourd'hui. Je suis content de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Alors, l'objection de conscience, c'est à la fois un principe, un concept presque sacré, et puis il a des traductions juridiques concrètes, parfois un peu obscures, où il emprunte des voies différentes selon les lois en vigueur, selon leur application. Vous avez essayé de... On ne sait pas très bien s'il a une valeur morale, constitutionnelle, supranational, déontologique. Vous avez tenté donc dans vos travaux de démêler tout ça, et vous dites que dans un article récent qu'il y a 5 voies pour l'objection de conscience. Pouvez-vous nous les présenter dans les grandes lignes? Alors, pour comprendre la question de l'objection de conscience, c'est effectivement une question qui est difficile, qui est assez philosophique, hein, qui est à la frontière entre la philosophie et le droit, puisque c'est essentiellement une question d'ordre moral. L'objection de conscience, beaucoup de personnes l'invoquent, on peut l'invoquer parfois à tort et à travers, si bien que c'est une notion qui est difficile à définir en droit. Ce qu'on peut dire, si on revient un petit peu à l'histoire, c'est qu'en fait, l'objection de conscience, c'est d'abord un devoir. Ça a fait son apparition en droit contemporain après la Seconde Guerre mondiale, lorsque, à Nuremberg, les juges ont condamné les médecins allemands nazis pour avoir, ou d'autres officiels agents du régime nazi, pour avoir obéi, pour avoir exécuté des ordres gravement injustes. Si bien que l'objection de conscience, c'est d'abord considéré comme reconnu comme un devoir, le devoir d'obéir à sa conscience plutôt qu'à des lois injustes. Donc, c'est le rappel qu'il existe au-dessus de la loi de l'État la justice. La justice existe au-dessus de la loi. Elle demeure. Et lorsque la loi est gravement injuste, il faut obéir à la justice. Et notre conscience est capable toujours de percevoir la justice. Donc l'objection de conscience repose sur la conviction, sur la foi finalement en la conscience de l'homme, la croyance que l'homme est toujours capable de reconnaître un ordre gravement injuste et qu'il a l'obligation d'y désobéir. Donc c'est ça l'option de conscience. Donc c'est la reconnaissance
de la valeur de la conscience au-dessus de la loi positive et qu'il faut y obéir. Ça, c'est au plan historique. Ensuite, il y a des circonstances dans lesquelles le législateur accepte de légaliser des pratiques qu'il reconnaît comme étant problématiques ou comme portant atteinte à un principe fondamental. Alors évidemment, au plan, encore une fois, historique, il y a la fameuse objection de conscience à l'avortement et par extension à l'euthanasie, où là, dans ces deux cas, le législateur reconnaît qu'il porte atteinte à un principe fondamental, très grave, qui est celui du respect de la vie, mais il estime qu'il a, de certaine manière, l'obligation de le faire, soit parce que c'est un mal inévitable, soit par respect pour les convictions des personnes au plan individuel. Et dans ce cas-là, le législateur légalise, on va dire, voilà, un mal inévitable. Voilà. Et dans ce cas-là, il ne veut pas forcer les gens à l'accomplir. Il dit, voilà, effectivement, c'est une exception. Il y a une exception d'avortement, une exception d'euthanasie. Je ne peux pas forcer un médecin ou une personne à y participer parce que cette personne peut légitimement considérer que c'est un acte qui est mauvais, qui est mal, et donc je ne peux pas l'obliger à commettre un mal. C'est ça la clause de conscience. S'agissant maintenant de la vaccination, on est effectivement dans une situation assez proche. Pourquoi? Parce que la vaccination, elle aussi, est une exception, parce qu'elle porte atteinte à l'intégrité physique des personnes. Il y a en droit le principe fondamental du respect de l'intégrité physique des personnes. Et donc, porter atteinte à cette intégrité physique par une injection, c'est d'une certaine manière un mal, puisque c'est une violation du respect de l'intégrité. Mais c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Et c'est là toute la difficulté. Donc oui, la vaccination est une exception à un principe fondamental du droit médical, plus encore lorsque la vaccination est obligatoire. Parce que dans ce cas-là, c'est une double violation. Ça viole aussi le principe du libre consentement éclairé du patient à tout acte médical sur lui. Donc la vaccination obligatoire est une double dérogation ou exception à des principes fondamentaux. Et donc c'est, on va dire, l'hypothèse de l'euthanasie ou de l'avortement qui sont des exceptions, qui sont des dérogations à des principes fondamentaux. Et donc évidemment, certaines personnes peuvent vouloir se rattacher, rester fidèles aux principes supérieurs. Donc l'objection de conscience, ce n'est pas une désobéissance, ce n'est pas un acte anarchique, c'est au contraire un acte de fidélité à un principe supérieur auquel l'ordre qui nous est donné prétend déroger. Lorsque le médecin refuse de pratiquer une euthanasie, c'est par respect pour le principe supérieur du respect de la vie. Si une personne refuse de se faire injecter un produit, ce n'est pas par désobéissance, mais c'est par fidélité, par respect au principe supérieur du respect de l'intégrité physique. Et donc, on voit bien, c'est la même configuration, voyez-vous. Donc, oui, la vaccination rentre bien dans le champ de la problématique de l'objection de conscience, puisque c'est le refus d'accomplir un acte qui porte atteinte à un principe du droit. Et donc, oui, on est dans cette situation, et donc c'est légitime de le soulever. D'ailleurs, l'objection à la vaccination est reconnue dans un certain nombre de pays dans le monde, que ce soit les États-Unis ou la République tchèque ou le Royaume-Uni. Alors, voilà. Mais alors, qu'en est-il dans le cas d'une obligation qui n'est pas de droit, qui est une obligation de fait ou une obligation déguisée? Jean Castex ou Olivier Véran l'ont reconnu plus ou moins explicitement. Est-ce que dans le cadre d'une fausse obligation, l'objection de conscience peut s'appliquer? Parce qu'on rétorque à tous ceux qui sont des réfractaires qu'ils restent libres après tout, mais qu'il y a le oui, alors effectivement, vous avez raison, mais nous sommes en situation d'obligation. Même si la loi française n'a pas prévu explicitement une obligation de vaccination, si vous comparez les contraintes qui sont imposées aux personnes qui refusent la vaccination au Covid et celles qui refusent la vaccination, les 10 vaccinations obligatoires ou les 11 pour les enfants, vous voyez que les contraintes s'agissant du Covid sont bien supérieures. Donc oui, en pratique, nous sommes dans une situation d'obligation vaccinale qui ne dit pas son nom, mais qui en impose les effets, qui en impose les contraintes. La seule différence,
c'est qu'il n'y a pas effectivement pour la France d'amende, donc de pénalité imposée aux personnes qui refusent la vaccination contre le Covid. Bon, pas plus d'ailleurs que pour les autres vaccinations. Donc oui, nous sommes de fait face à une obligation vaccinale en raison de l'ensemble des contraintes qui sont imposées aux personnes qui refusent cette vaccination. Maintenant, la question de l'applicabilité de l'objection de conscience ne signifie pas forcément qu'on peut en bénéficier. Voilà. Donc, il y a d'abord un cadre théorique. Oui, l'objection de conscience s'applique bien à la vaccination. Maintenant, on ne peut pas forcément en bénéficier. Donc, il faut un peu voir les choses de plus près. Le premier élément, c'est de constater qu'en pratique, personne n'est vacciné de force. Donc ça, c'est quand même un élément essentiel à rappeler. Personne n'est vacciné de force. Si vous ne voulez pas être vacciné, on ne va pas vous envoyer les gendarmes comme autrefois les personnes qui refusaient le service militaire. D'accord ? Donc là, on peut dire que déjà, le principe fondamental du respect de l'intégrité physique est respecté. On ne vous vaccine pas de force en France. Donc la question de l'objection se pose plutôt au niveau suivant, qui est celui de la sanction. Est-ce qu'il est légitime de sanctionner des personnes qui refusent la vaccination? Vous voyez, et c'est à ce niveau-là en fait, que se pose la question de l'objection à la vaccination. Et là, encore une fois, la question est plus délicate parce que certaines sanctions ou présentées comme sanctions sont en fait des mesures plutôt préventives qui ont une finalité médicale ou sanitaire pour éviter la diffusion du virus, alors que d'autres sanctions sont purement punitives. Donc là, il faut distinguer. C'est une question plus délicate à ce niveau-là. Les juristes, avocats et militants ont exploré de nombreuses voies de recours et à l'exception de quelques victoires isolées devant des juridictions, des tribunaux administratifs en particulier, jusqu'ici, ils n'ont pas été entendus ou sinon sur des points de détail devant le Conseil d'État, par exemple. Donc l'objection de conscience pourrait être un nouveau terrain de contestation sur le plan juridique et judiciaire, mais est-ce que vous croyez réellement que ces tribunaux, ces juridictions administratives seront capables d'être sensibles à ces arguments dès lors que ces derniers mois, ils n'ont pas montré réellement de signes dans ce sens? C'est ça. Alors bon, j'avoue, j'ai des doutes effectivement sur les juridictions françaises. Jusqu'à présent, elles n'ont pas fait preuve de beaucoup d'indépendance d'esprit et elles ont validé les mesures imposées par le gouvernement. Généralement, l'objection de conscience est plutôt reconnue par les juridictions internationales à l'encontre des juridictions nationales. Donc, c'est plutôt devant la Cour européenne des droits de l'homme que cette question peut être soulevée. D'ailleurs, il y a là-dessus un élément important à souligner, c'est qu'il y a eu une fameuse affaire Wawrinka contre la République tchèque qui a été jugée en 2021 par la Cour européenne sur la vaccination obligatoire. À cette occasion, le gouvernement français avait jugé opportun d'intervenir dans la procédure, ce qui est très rare. Et le gouvernement français, devant la Cour européenne, disait qu'il ne doit pas y avoir de possibilité d'objection de conscience à la vaccination parce que la vaccination doit s'imposer à tous. Eh bien, de façon très significative, la Cour européenne a rejeté cet argument. Elle a dit non, ce n'est pas un motif suffisant. Ce n'est pas parce que ça s'applique à tous que tous doivent être par définition vaccinés. Elle a préféré appliquer sa jurisprudence relative au service militaire, à l'objection au service militaire. Et donc, la Cour européenne, sur le principe, reconnaît que le refus de la vaccination peut bénéficier de la protection de la liberté de conscience. Et donc là, c'est déjà un élément important qui se distingue des juridictions françaises. Et qu'ensuite, il faut regarder au cas par cas si la personne est réellement dans une situation, on va dire, de conflit insurmontable entre ses convictions et l'obligation qui lui fait d'être vaccinée, et si elle a des convictions vraiment, vraiment sincères et solides. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, au niveau de la CEDH, des instances internationales, que l'on peut espérer une condamnation des mesures prises par la France, sachant qu'il appartiendra à ces juridictions européennes ou internationales d'évaluer dans quelle mesure l'obligation vaccinale est proportionnée.
proportionné et nécessaire et justifié. Et là, il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu. La question de l'efficacité du vaccin, la question de son innocuité, est-ce que le vaccin est sûr, la question également de la transmission du virus ou de l'efficacité du vaccin en termes de lutte contre la transmission. Voilà, donc il y a et aussi la dangerosité de la maladie. C'est aussi un critère qui rentre en jeu. Donc là, on voit bien que s'agissant du Covid, on n'est pas dans le même contexte que pour d'autres vaccins qui, eux, sont bien connus, sont sûrs, sont efficaces et luttent contre des maladies réellement dangereuses. Aujourd'hui, avec le variant Omicron, on peut très raisonnablement estimer que l'ensemble des mesures qui sont imposées aux Français sont complètement disproportionnées, à la fois par rapport à la dangerosité, mais aussi par rapport à ce que l'on sait de ces vaccins. Alors justement, pardonnez-moi, mais en invoquant la situation actuelle qu'on ne peut pas ignorer, mais ce nouveau variant très contagieux et très peu dangereux, euh, est-ce que vous ne croyez pas que, même si c'est légitime pour appuyer la démonstration, on affaiblisse la question qui est une question de principe, qui était déjà valable peut-être dans une situation plus inquiétante, entre guillemets, ou relativement moins Oui, alors, je comprends bien. Bon, le but, quand vous êtes devant une juridiction, c'est de gagner. Donc, vous allez prendre l'argument le plus efficace. Et donc, si on veut revenir en arrière et se replacer en 2020, oui, à l'époque, tout le monde était sidéré. Donc, une juridiction ne va pas être sévère avec un gouvernement confronté à une situation de crise. Par contre, 2 ans plus tard, lorsque l'on voit que la situation s'apaise, que tous les gouvernements lèvent les sanctions, le fait, à l'inverse, de les renforcer, comme c'est le cas en France, montre qu'il y a un vrai problème et ça peut encourager des juridictions à censurer de telles restrictions, de telles atteintes aux libertés. Aujourd'hui, on est de moins en moins sidéré, on a moins peur du virus qu'autrefois, donc la raison revient. On redevient raisonnable et on est en mesure de porter une appréciation avec du recul. Des millions de personnes ont fait l'expérience du Covid, des millions de personnes ont fait l'expérience de la vaccination à répétition, et donc on est capable maintenant de porter une appréciation un peu plus lucide sur la situation. Et donc oui, l'objection de conscience est une voie. Je pense que l'un des grands intérêts de la voie de l'objection de conscience, c'est que c'est une façon de formuler juridiquement son refus. Parce qu'aujourd'hui, à présent que la loi est votée et validée par le Conseil constitutionnel, que les personnes ont été suspendues de leurs fonctions, qu'est-ce qui reste à part la violence et le mensonge? Mentir sur le pass vaccinal, avoir de faux pass vaccinal, la violence, aujourd'hui, c'est un peu les seules voies qui restent. Et moi, ce que je pense, c'est que celle de l'objection de conscience, c'est une voie qui n'est pas une voie donc, du mensonge et de la violence, c'est au contraire une voie qui s'appuie sur la raison, qui veut démontrer et qui s'appuie sur et qui rappelle la supériorité de la conscience sur la loi positive. Et ça, c'est une chose qui est essentielle. Tout régime totalitaire, tout régime injuste repose d'abord sur l'affirmation que la loi est supérieure à la conscience. Or là, on voit bien, aujourd'hui, beaucoup de consciences sont réveillées, on voit bien que ce n'est pas le cas. À la fin, c'est la conscience des personnes qui est l'ultime témoin de la justice et qui se révolte contre l'injustice. Voilà, donc d'où l'importance de cette démarche fondée de façon rationnelle, qui recherche la justice en invoquant le droit à l'objection de conscience. Donc, utiliser la conjoncture n'est qu'une tactique où on utilise tout ce qui est bon pour gagner, mais ne démonétise pas l'argument structurel ou de principe qui vaut quel que soit. Disons que si on veut reprendre un peu le raisonnement global, la santé publique, c'est un bien commun, comme la sécurité publique. Donc, on est effectivement chacun tenu de contribuer à ce bien commun qui est la santé publique.
Et toute contribution à un bien commun implique des sacrifices. Donc oui, on doit chacun être prêt à faire des sacrifices pour la santé publique. C'est important. C'est un devoir, un devoir. Maintenant, ce sacrifice ne peut pas se faire de façon injuste. S'il implique une atteinte à l'intégrité physique des personnes, il faut quand même que les personnes y consentent. Et ça, c'est un apport, on va dire, assez récent du respect de l'autonomie des personnes. Ensuite, cette atteinte à l'intégrité physique des personnes ne peut être justifiée que si le vaccin ou le médicament, eh bien, évidemment, en vaut la peine. C'est un raisonnement qui est élémentaire. S'il en vaut la peine et si la situation l'exige réellement. Ce n'est pas la peine de faire une mobilisation générale de l'ensemble des conscrits en l'absence de danger imminent d'invasion ou de conflit. C'est pareil pour la vaccination. Ce n'est pas la peine d'imposer une vaccination générale en l'absence de réel danger. Et ce n'est pas la peine non plus de le faire avec de mauvaises armes. Ça veut dire avec un vaccin ou un médicament qui n'est pas sûr, qui n'est pas efficace, etc. Donc, on est vraiment dans la même configuration. Oui, moi, je pense que certaines vaccinations sont nécessaires et sont légitimes parce qu'on en a le recul, etc. Toutefois, il ne faut pas les imposer aux gens parce que les personnes sont responsables de leur santé. Il faut respecter leur intégrité physique et plus encore, il faut poser une limite au pouvoir de l'État. Là, c'est un point essentiel parce qu'aujourd'hui, on est confronté à la vaccination, mais demain, avec les développements des biotechnologies, on peut être confronté à autre chose. Et si aujourd'hui, on cède sur la vaccination obligatoire alors même qu'on est face à une maladie qui n'est pas très dangereuse, eh bien demain, on cédera sur d'autres pratiques médicales ou pseudo-médicales. Et donc, il est essentiel, et c'est là le point le plus important, de poser une limite au pouvoir de l'État. Et cette limite au pouvoir de l'État, à la fin, elle est uniquement dans la conscience des personnes. Parce que l'État, on le voit bien, il a la main sur le législateur, il a aussi, d'une certaine manière, la main sur certaines juridictions suprêmes nationales. Donc, il faut une limite. Et cette limite, oui, elle est à la fin, ultimement, dans la conscience des personnes. Et il faudrait aussi que le juge, et là, j'espère, le juge international, pose une limite au pouvoir du gouvernement, au pouvoir de l'État, sur le corps des personnes, parce que cette problématique ne fait que commencer. Entendu. Et vous, personnellement, vous cantonné au travail de réflexion, d'écriture, euh, de fond, ou vous êtes investi aussi dans des procédures Non, on est aussi investi. La fameuse affaire Vavrika contre la République tchèque, nous sommes déjà intervenus dans cette affaire devant la Cour européenne. C'était déjà, je crois, en 2016. Donc, nous, ça fait des années que l'on est sensible à cette problématique. Donc oui, nous sommes intervenus devant la Cour. On donne quelques conseils aussi. Voilà. Donc, mais nous n'excluons pas d'organiser un recours à la CEDH sur le fondement de la liberté de conscience face à la vaccination. Une dernière question. L'objection de conscience, on l'a traité ici sous l'angle de la santé publique, mais comment replacez-vous cela dans un contexte plus large? Est-ce qu'il y a un lien ou pas avec, par exemple, la lutte annoncée par l'État français contre le séparatisme, qui l'a conduit à même, par exemple, limiter très fortement l'instruction en famille, euh, sur de nombreux sujets de société qui n'ont pas trait directement à la santé? L'État avance ses pions, peut-être, pourrait-on dire, au détriment de libertés de conscience qui sont pratiquées qui trouvent leur source dans des religions, des croyances, des pratiques qui, au nom d'impératifs de santé publique, de cohésion sociale et autres. Est-ce que la question spécifique de la vaccination, pour vous, s'inscrit dans cette dynamique, ou est-ce que c'est des sujets vraiment trop différents pour faire un lien? Non, ce sont des sujets qui sont très similaires, qui sont liés parce que dans les deux cas, c'est une atteinte par l'État à l'intimité des personnes. L'intimité des familles, ça veut dire le droit et le devoir que les parents ont à l'égard de leurs enfants. L'État vient s'immiscer dans cette relation qui est naturelle, qui existe avant l'État. Il faut bien comprendre ça, la famille existe avant l'État.
elle est une réalité naturelle. L'État est une réalité assez artificielle. D'ailleurs, L'État, pardonnez-moi, c'est aussi le cas finalement pour la vaccination, puisque l'État a exactement, levé les barrières des accords des parents jusqu'à un âge, jusqu'à 16 ans, il c'est me semble. ça, jusqu'à Donc, 16 ans. les parents, Et pire encore, là, sur la question de l'autorité parentale pour la vaccination, où il a finalement estimé que l'accord d'un seul parent suffit. Et là, on voit bien que ça va provoquer des centaines de séparations en France. Il y a des centaines de familles qui vont exploser à cause de ça. Parce qu'effectivement, l'État vient semer la discorde dans la famille. C'est vraiment une mesure abjecte. Les parents sont les deux ensemble responsables de l'éducation de leurs enfants. L'État n'a pas à venir pour faire prévaloir la vie de l'un sur l'autre. C'est vraiment une mesure ignoble. Et donc oui, à chaque fois, on voit que l'État dépasse les limites de sa compétence et vient s'ingérer là où il ne devrait pas être. La vie familiale, c'est un sanctuaire de liberté. La vie familiale, c'est un lieu où la règle, ce n'est pas la loi, mais c'est normalement l'amour qui s'applique, c'est le don qui s'applique. Donc, en famille, on n'obéit pas aux mêmes lois que dans la société. C'est différent. C'est plus généreux. Et donc l'État vient s'immiscer, il vient aussi s'immiscer dans l'intimité de notre, on a vu, santé, de notre corps, puisqu'il veut nous imposer des vaccinations. Donc oui, à chaque fois, l'État déborde, va au-delà, et donc on voit bien, c'est une dérive qu'on peut qualifier effectivement de totale, de totalitaire, en ce que il tend à recouvrir la totalité de la vie des personnes. Voilà, il n'y a plus de part pour l'intimité, et c'est ça ce qu'on appelle la dérive totalitaire. C'est lorsque ce pouvoir s'étend de façon totale. Euh, donc oui, c'est toujours une atteinte aux libertés. C'est similaire. Maintenant, pour répondre à votre question, l'objection de conscience ne s'applique que lorsqu'on refuse d'accomplir un acte que la loi nous demande. Voilà. Donc c'est pas forcément transposable au refus de mettre ses enfants à l'école, par exemple, à la volonté de faire l'éducation à la maison. Dans ce cas-là, la volonté de faire l'éducation à la maison, c'est la volonté d'accomplir un acte positif. Voilà, c'est le refus d'accomplir un acte. Et donc, c'est un petit peu différent, mais dans les deux cas, nous sommes dans une situation d'atteinte au droit, au respect de la vie privée et au respect de la vie familiale. entendu. Eh bien, merci beaucoup, Igor Ping, de nous avoir accordé du temps pour nous éclairer sur l'objection de conscience qui, on l'a bien compris, est donc un enjeu majeur, fondamental dans le destin de nos sociétés occidentales aux prises avec un État qui s'ingère de plus en plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir suivi ce débriefing sur France 3. Au revoir.